Chapitre 5, les vecteurs. Dans ce chapitre, comme son nom l'indique, on va voir toute la matière qui est à maîtriser concernant le calcul vectoriel, donc tout ce qui met en relation les vecteurs. Puis vous n'allez pas réinvestir cette matière-là dans votre cours de mécanique hydraulique que vous allez souvent suivre à la prochaine session. Dans tous les cours de physique, à chaque fois qu'on doit représenter, schématiser un problème à l'aide de force, c'est dans le fond à l'aide des vecteurs qu'on le fait. Puis non seulement dans votre cours de physique, les vecteurs vont être utiles, mais vous allez voir à la fin du chapitre, on va faire les applications par rapport à votre cours de levée topométrique. En topo, quand on parle de coordonnées, on parle d'angle, de gisement, eh bien, la façon dont on représente ces points dans l'espace, dans un repère cartographique, c'est intimement lié aux notions qu'on va avoir vues sur les vecteurs. Donc, vous pourrez voir vers la fin du chapitre là, des problèmes un peu plus concrets par rapport à votre domaine d'études. Les vecteurs, pour bien les représenter, on privilégie d'abord une approche géométrique, alors que par la suite, nous allons avoir une approche plus algébrique pour faciliter et accélérer un peu nos calculs. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'un vecteur? Bien, il y a différentes choses à observer qui caractérisent un vecteur. Donc, un vecteur va toujours avoir une origine, donc un point de départ, et une extrémité, un point d'arrêt. Donc, si le départ est le point A, l'extrémité est le point B, on a un vecteur AB qui a également une direction, un sens, une norme. Donc, la direction du vecteur, c'est l'angle qu'elle fait par rapport à un certain repère. Par défaut, nous allons toujours prendre le 0 degré au sens trigonométrique comme étant le point de départ. Donc, on va faire le même déplacement qu'en trigo. Donc, ici, l'angle θ, vous voyez, représente la direction du vecteur. Plus tard, dans le chapitre, on va voir qu'il y a différents repères possibles pour parler de la direction de vecteur. Vous savez souvent déjà qu'en topo, le repère utilisé, c'est le nord, et les angles vont donc, la direction va être calculée à partir de ce repère. Pour le moment, 0 degré étant ce qu'on utilisait en trigo. Donc, on a une direction, donc un angle. On doit avoir également un sens. Donc, le vecteur peut aller, donc on a une droite ici, définie par un angle θ. Le vecteur peut aller de A à B comme il pourrait aller de B à A. Donc, le sens, dans le fond, est donné par le bout de la flèche. Donc, ici, on s'en va dans ce sens-là. Dans certains problèmes, vous allez voir, on va parler de repères, justement, géographiques comme le nord, l'est, le sud et l'ouest. Donc, là, par exemple, on irait vers le sud-est. OK? Avec les points cardinaux. Donc, le sens de A à B ou un sens sud-est. Finalement, on va parler de norme. La norme du vecteur, c'est tout simplement sa longueur. Le mot norme représente la même chose qu'une longueur de segment. Donc, la longueur du segment AB est la norme du vecteur AB. D'accord? Donc, voilà les différentes caractéristiques des vecteurs. À chaque fois qu'il y a un vecteur dans un problème qui est représenté de façon géométrique ou algébrique, on devrait être capable de trouver ces différentes caractéristiques-là. Par la suite, certains vecteurs reviennent relativement souvent dans nos problèmes, donc on leur a attribué un nom. Le vecteur unitaire, excusez-moi, d'abord le vecteur nul, qui est tout simplement, si je faisais un parallèle avec les nombres 0, le vecteur nul, c'est le vecteur qui a une longueur de 0, qui n'a aucun sens, aucune direction, c'est tout simplement un point. Donc, un point, comme ça, est un vecteur nul. Un vecteur unitaire, c'est un vecteur dont la norme vaut 1, c'est-à-dire un vecteur dont la longueur de l'origine à l'extrémité vaut 1. Peu importe sa direction, peu importe son sens. Donc, ici, on a on aurait un vecteur, par exemple, je ne sais pas si on mesure 1 ici, une unité, si on change la direction ou on change le sens,
tant et son temps qui mesure 1, on va l'appeler unitaire. Pour que deux vecteurs soient considérés, donc avant de commencer à additionner et à soustraire des vecteurs, il faut d'abord savoir comment on fait pour savoir si deux vecteurs sont égaux. Bien, on regarde les caractéristiques. Pour que deux vecteurs soient égaux, il faut qu'ils aient la même direction, le même sens, la même norme. Donc, par exemple, ici, les vecteurs U et V sont identiques, sont égaux, puisqu'ils ont la même longueur, ils ont la même direction et le même sens. Autrement dit, là, graphiquement, géométriquement, si on les superpose et qu'ils sont un sur l'autre et qu'ils sont confondus, ben, ils vont être considérés comme égaux. Dans les vecteurs particuliers, on va dire que deux vecteurs sont parallèles s'ils ont la même direction. Donc, ils n'ont pas nécessairement la même longueur, n'ont pas nécessairement le même sens, ce qui est le cas avec le vecteur U et V, mais ils ont la même direction. L'angle de ces deux vecteurs pourrait être de 180 degrés. On vous me direz ici que l'angle peut être de 0 degré. Oui, c'est vrai, mais la droite qui supporte le vecteur est la même. Ensuite, deux vecteurs sont opposés l'un et l'autre. S'ils ont la même direction, la même norme, donc ils se ressemblent beaucoup, mais ont un sens contraire. Donc, le sens contraire, ça veut dire qu'ils sont pareils, mis à part l'endroit où on a placé la flèche. Donc, U, on part d'un point, on arrive à l'autre, mais V, on part du même point pour arriver à l'autre. Donc, si on les superpose, il va y avoir une flèche d'un côté, une de l'autre. Donc, ce sont des vecteurs qui sont opposés. Bien important, par contre, d'avoir la même norme et la même direction. Donc, vous voyez, comme on écrit deux vecteurs sont opposés, bien, on a déjà un petit symbole mathématique qu'on reconnaît ici, on va mettre un moins. Quand on met un moins devant, on signale que le vecteur est opposé à, par exemple, ici, U. Moins U est opposé à U. Si on y va en termes de départ et d'arrivée, bien, le vecteur opposé à AB va être BA. Après avoir donné les différentes caractéristiques d'un vecteur et d'avoir défini certains vecteurs particuliers, nous sommes maintenant prêts à effectuer des opérations sur les vecteurs. Donc, je répète que les vecteurs sont des objets mathématiques avec lesquels on va vouloir jouer, un peu comme on fait avec les nombres, okay? Un peu comme on pouvait faire avec des figures géométriques. Dans ce cas-ci, pour des vecteurs, nous pouvons faire ce qu'on appelle du calcul vectoriel, c'est-à-dire faire différentes opérations comme l'addition, la soustraction, la multiplication. Donc, on commence avec d'abord l'addition de deux vecteurs, et ça de façon géométrique. Donc, il y a deux méthodes pour représenter l'addition de deux vecteurs. La méthode du parallélogramme et la méthode du triangle. Pour illustrer la façon dont on additionne deux vecteurs de manière géométrique à l'aide de la méthode du parallélogramme et de la méthode du triangle, je vais faire l'exemple 5.2.1. Donc, en 5.2.1, vous avez deux vecteurs qui sont tracés, U et V, que j'ai essayé de reproduire ici du mieux que je pouvais. Et je vais vous montrer, dans le fond, deux façons pour additionner les vecteurs de manière géométrique. Donc, si on y va d'abord avec la méthode du parallélogramme, vous regardez dans les notes de cours, il y a trois étapes à faire. La première étape est de positionner les deux vecteurs de façon à ce que les origines coïncident. Donc, l'origine du vecteur U et V, on doit s'arranger pour que ce soit au même endroit. Je répète que le vecteur V, là, ici, ou un autre vecteur, tant que la longueur, le sens et la direction est la même, bien, c'est considéré comme étant équivalent. Donc, étant identique. Donc, l'idée, c'est que je vais prendre la même représentation du vecteur, je vais juste le mettre ici. On a l'étape 1 de fait, l'origine des vecteurs coïncide. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un parallélogramme, donc compléter le parallélogramme engendré par les deux vecteurs. Donc, vous voyez ici le parallèle engendré par le vecteur U et V. Et finalement, le vecteur résultant U plus V a comme origine
le vecteur U et V, et comme extrémité, la fin du parallélogramme ici. Donc, l'étape 3, on trace notre vecteur U plus V. Donc, voilà pour la méthode du parallélogramme. La méthode du triangle maintenant. Contrairement à la méthode du parallélogramme, la méthode du triangle ne va pas exiger que les extrémités soient communes au début, mais plutôt que les vecteurs soient l'un à la suite de l'autre. Donc, la première étape, c'est de positionner les deux vecteurs de façon à ce que l'extrémité du premier coïncide avec l'origine du deuxième. Donc, si je reproduis mon vecteur, déplacer mon vecteur V, je vais le prendre de façon à ce que l'origine, donc l'origine du vecteur U, l'origine du vecteur V coïncide avec l'extrémité du vecteur U, pardon. Donc, voyons les amis, ce que je dirais en bon français, bout à bout. Et le vecteur résultant va être de compléter le triangle en s'assurant que l'origine de la somme, ben, ce soit l'origine de U et que l'extrémité soit l'extrémité de V. Et là, si j'ai bien fait ma construction, quelque chose comme ça, donc on prend l'extrémité ici. Donc, si j'ai bien fait ma construction, on obtient un triangle, oui. On obtient le même vecteur. Donc, ces deux vecteurs-là, pourquoi on privilégierait plutôt la méthode du parallélogramme que du triangle? Mais ça dépend du problème. Si réfléchir à notre problème en disant, bien, la force en tant que telle, elle est appliquée au même point. En un point donné, deux forces sont appliquées. Bien, à partir de ces vecteurs-là, bien, on est capable de trouver la somme en faisant un parallélogramme. Si on veut déplacer U et V ici, aucun problème. Donc, dans vos notes de cours, là, vous avez les différents avantages et inconvénients. Si vous voulez additionner plus qu'un vecteur, plus que deux vecteurs, pardon, U, V, W, donc s'il y a une chaîne de vecteurs additionnés, ça va être beaucoup plus pratique d'utiliser la méthode du triangle que la méthode du parallélogramme. C'est vrai que c'est le gros avantage avec la méthode du triangle. Mais vous allez voir surtout comment le problème est posé qui va vous diriger vers une façon. Donc voilà comment on additionne des vecteurs de manière géométrique. Petite remarque sur l'addition des vecteurs. Une erreur qu'on voit excessivement souvent dans les problèmes d'initiation vecteur. Lorsqu'on veut additionner, vous voyez ici que j'ai fait la méthode du parallélogramme, il y en a qui vont confondre parallélogramme et triangle. Donc, ils vont se dire, bien, je vais mettre mes vecteurs avec la même origine, puis par la suite, je vais tracer mon vecteur en faisant un triangle. Donc, il y en a beaucoup, là, quand ils voient un problème comme ça, ils disent, ah, c'est parfait, je fais une ligne là à là, puis le vecteur qui est en rouge, c'est U plus V. Remarquez, s'il vous plaît, ici, que le vecteur rouge n'est pas la somme de U et V. Ce n'est pas bien qu'on peut partir de l'extrémité de l'un et de l'autre et les relier, tout simplement dire c'est la somme.